Les moudjiks. Anton Tchekhov. 1. Nicolas Tchekildiev, garçon à l'hôtel du Bazar Slave à Moscou, tomba malade. Ses jambes faiblirent, sa démarche changea, et un jour, trébuchant dans un couloir, il s'affaissa avec le plateau sur lequel il portait du jambon au petit pois. Il lui fallut quitter sa place. Il dépensa en remède tout l'argent qu'il avait et celui de sa femme, et n'eut plus de quoi vivre. Il s'ennuyait à ne rien faire et pensa qu'il fallait retourner chez lui au village. Il vaut mieux être malade chez soi, la vie y est moins chère, et ce n'est pas en vain que l'on dit « les murs de la maison vous aident ». Nicolas arriva à Joukovo vers le soir. Le nid natal lui apparaissait, dans ses souvenirs d'enfance, clair, gentil, paisible. Mais maintenant, à peine franchit-il le seuil de l'isba, il eut peur, comme c'était obscur, étroit, malpropre. Sa femme Olga et sa fille Sacha, entrées avec lui, regardaient avec stupeur le four énorme, sale, occupant la moitié de l'habitation, tout noir de fumée et de mouches. Que de mouches! Le four penchait, les poutres des parois se déjetaient. Il semblait que l'isba allait s'écrouler au moment même. Dans le coin consacré, près des images, des étiquettes de bouteilles et de simples morceaux de papier imprimés étaient collés en guise de tableau. Misère, misère! À la maison, aucune grande personne, tous moissonnaient. Seule une fillette de 8 ans, aux cheveux de lin mal lavés, apathique, était assise sur le four. Elle ne prit même pas garde aux arrivants, et un chat se frottait contre un tire-pot. « Minet, Minet !» appela Sacha. « Il n'entend pas, dit la petite, il est sourd. »« Pourquoi ?»« Ah, voilà, on l'a battu. » Nicolas et Olga comprirent du premier coup d'œil quelle vie on menait là. Mais ils ne se dirent rien l'un à l'autre. Ils posèrent leur paquet en silence, et en silence sortirent dans la rue. Leur isba était la troisième au bout du hameau, et paraissait la plus pauvre et la plus vieille de toutes. La seconde n'était pas meilleure, mais la dernière avait un toit de tôle et des rideaux aux fenêtres. Comme elle était sans enclos et isolée des autres, elle servait de tractir, auberge. Toutes les maisons d'ailleurs étaient rangées sur une seule ligne, et le petit village, tranquille et mélancolique, avec des saules, des sureaux et des sorbiers, semblant se pencher hors des cours, comme pour regarder, avait un aspect riant. Derrière les demeures des paysans commençait une pente douce du sol vers la rivière. Les terres étaient ravinées, et l'on voyait çà et là dans l'argile surgir d'énormes pierres nues. Des sentiers couraient autour de ces pierres, et des trous que creusaient les potiers, des tessons de poterie brisés s'amoncelaient en tas épais, rouges et bruns. En bas s'étendait une prairie large, unie, d'un vert clair, déjà fauché, où errait le troupeau appartenant aux paysans. La rivière était à une verste du hameau, sinueuse, avec des rives merveilleusement boisées. Au-delà, une autre large prairie, un troupeau et de longues bandes d'oies blanches, et puis comme du côté de Joukovo, une brusque élévation, et tout en haut, un village avec une église à 5 coupoles, auprès de laquelle se trouvait une maison seigneuriale. « Comme c'est joli ici, » dit Olga, se signant en regardant du côté de l'église. « Quelle étendue, Seigneur !» Soudain, à ce moment-là, on se mit à sonner pour les vêpres du soir. Le lendemain était un dimanche. 2 petites filles qui d'en bas remontaient un seau d'eau s'arrêtèrent pour écouter. « Maintenant, au bazar slave, ce sont les dîners, » murmura Nicolas pensif. Assis au haut de l'escarpement, Nicolas et Olga regardèrent le soleil décliner. Le ciel d'or et de pourpre se réfléchir dans la rivière, miroiter aux fenêtres de l'église et dans toute l'atmosphère, d'une tranquillité, d'une fraîcheur et d'une pureté inexprimables, que l'on ne voit jamais à Moscou. Puis, le soleil disparut, le troupeau se rassembla, bêlant et mugissant. Les oies volèrent vers Joukovo, et tout se tut. La lumière douce s'éteignit, et à sa place tomba rapidement l'obscurité du soir. Cependant, le père et la mère de Nicolas étaient rentrés chez eux. Ils étaient tous deux maigres, édentés, courbés, et de même taille. Leurs bru, Maria et Fiokla, qui travaillaient de l'autre côté de la rivière, chez le Pometchik, arrivèrent elles aussi. L'une, la femme de Syriac, avait 6 enfants. Fiokla, la femme de l'autre frère de Nicolas, Denis, qui était soldat, en avait 2. Et quand Nicolas vit dans l'isba toute cette famille, tous ces corps petits et grands grouillés sur la soupente, dans les berceaux et dans tous les coins, quand il vit avec quelle avidité son père et les femmes mangeaient leur pain noir trempé dans de l'eau, il comprit que, malade, sans argent, il était venu ici en pure perte. « Où est mon frère Syriac » demanda-t-il après les embrassades. « Il est gardien chez un marchand dans la forêt, » répondit le père.
Ce ne serait pas un mauvais moujik, mais il boit sec. Il n'apporte rien à la maison, grogna la vieille d'un ton pleurard. Nos malheureux hommes n'apportent rien, et ils emportent. Cyriaque boit, le vieux aussi. Oh, il n'y a pas à le cacher, il sait le chemin du tractir, c'est une punition de la reine des cieux. En l'honneur des hôtes, on prépara le samovar. Le thé sentait le poisson, le sucre était gris et grignoté. Des blattes couraient sur la vaisselle et sur le pain. Si le thé était répugnant, la conversation l'était aussi, toute sur la maladie et sur le besoin. Les moudjiks n'avaient pas encore bu une tasse de thé qu'une voix forte, avinée, prolongée, retentit au dehors. « Maria !»« Ça doit être Cyriaque, dit le vieux. On en parle et le voilà. » Tous firent silence, et peu de temps après retentit à nouveau, prolongé, brutal et comme sortant de terre, le même cri. « Maria !» Maria, la bru la plus âgée, pâlit et se serra contre le four. Il était effrayant de voir une expression de peur sur le visage de cette femme laide, forte, aux larges épaules. Sa fille, la petite qui à l'arrivée de Nicolas et d'Olga était assise sur le four et semblait apathique, se mit à pleurer tout à coup, bruyamment. « Qu'as-tu ? Choléra ?» lui cria Fiocla, belle femme forte elle aussi, et aux larges épaules. « N'aie pas peur, il ne te tuera pas. » Nicolas apprit que Maria redoutait de vivre avec Cyriaque dans la forêt, et que Cyriaque venait la chercher chaque fois qu'il était ivre, faisait du tapage et la battait sans merci. « Maria !» entendit-on tout près de la porte. « Défendez-moi, pour l'amour du Christ, mes bons parents !» bredouilla Maria, haletant comme si on l'eût plongée dans de l'eau très froide. « Défendez-moi, mes bons parents !» Tous les enfants pleurèrent, autant qu'il y en avait dans l'isba, et de les voir faire, Sacha aussi se mit à pleurer. On entendit une toux d'ivrogne, et dans l'isba entra un grand moudjik à barbe noire, avec une casquette d'hiver, effrayant surtout parce qu'on ne distinguait pas son visage à la lumière trouble de la lampe. C'était Cyriaque. S'étant approché de sa femme, il déploya le bras, et lui envoya un coup de poing dans la figure. Elle ne fit pas un cri, étourdie par le coup. Elle s'affaissa seulement, et son nez se mit à saigner. « Quelle honte! Quelle honte !» marmotta le vieux, se hissant sur le four. « Devant le monde! Quel péché !» La mère resta assise sans rien dire, courbée, pensant à on ne sait quoi. Fiocla agita un berceau. Ayant conscience d'être effrayant et manifestement heureux de cela, Cyriaque saisit Maria par le bras, la traîna vers la porte, hurlant comme un fauve pour paraître encore plus effrayant. Mais à ce moment-là, soudain, il vit son frère et s'arrêta. « Ah, vous êtes arrivé !» fit-il, laissant sa femme. « Mon cher frère et sa famille !» Il fit des signes de croix vers l'image vacillant. Et, ouvrant largement des yeux enivrés et rouges, il reprit. « Mon frère et sa famille sont revenus à la maison paternelle, c'est-à-dire que vous venez de Moscou, la première capitale, la ville de Moscou, la mère des villes. Excuse !» Il s'affala sur le banc auprès du samovar et se mit à boire du thé, l'aspirant avec bruit sur sa soucoupe, dans le silence général. Il en but une dizaine de tasses, puis il s'inclina sur le banc et se mit à ronfler. On alla se coucher. On mit Nicolas parce qu'il était malade sur le four, avec son père. Sacha coucha sur le plancher, et Olga fut couchée avec les femmes dans la chaumine au foin. « Bah, bah, mon hirondelle, dit-elle s'étendant dans le foin à côté de Maria. Les larmes ne servent de rien. Prends patience, tout est là. Il est dit dans l'écriture, qui te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Bah, 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 mon hirondelle. » Puis, bas, d'une voix traînante, elle se mit à parler de Moscou et de sa vie comme femme de chambre dans les maisons meublées. À Moscou, dit-elle, les maisons sont grandes, bâties en pierre, et il y a beaucoup, beaucoup d'églises. 40 fois 40. Mon hirondelle. Et dans toutes les maisons, c'est des seigneurs si gentils, si comme il faut. Maria dit qu'elle n'était jamais allée non seulement à Moscou, mais même à son chef-lieu de district. Elle était illettrée et ne savait aucune prière, pas même Notre Père. Comme Fiocla, l'autre bru qui était assise un peu à l'écart et écoutait, elle était inintelligente, au plus haut degré, et ne pouvait rien comprendre. Ni l'une ni l'autre n'aimait son mari. Maria craignait Cyriaque, et quand il restait auprès d'elle, elle tremblait de peur. Chaque fois, elle prenait mal de tête tant il puait fort l'eau-de-vie et le tabac. Fiocla, à qui on demandait si elle ne s'ennuyait pas sans son mari, répondit importunée. « Eh, je me moque pas mal de lui !» Elles causèrent encore un peu, puis se turent. Il faisait frais, et auprès de la grange, un coq chantait à plein gosier, empêchant de dormir. Quand la lumière bleuâtre du matin entrait déjà par toutes les fentes,
Fiocla se leva doucement et sortit. On entendit bientôt comme elle courait, battant le sol de ses pieds nus. 2. Olga, allant à l'église, emmena avec elle Maria. En descendant vers la prairie, toutes deux étaient joyeuses. Le libre espace plaisait à Olga, et Maria sentait en sa belle-sœur une amie. Le soleil se levait. Bas, sur la prairie, un épervier comme endormi volait. La rivière était encore voilée. Il traînait des vapeurs çà et là, mais déjà sur la colline, de l'autre côté de la rivière, s'étendait une bande de lumière. L'église brillait. Et, dans le jardin du Pometchik, des freux criaient à tue-tête. Le vieux passe encore, racontait Maria, mais la vieille est méchante. Elle ne fait que chamailler. Notre blé n'a duré que jusqu'au carnaval. Nous achetons maintenant la farine au tractir. Elle se fâche. Vous mangez beaucoup, dit-elle. Bah, mon hirondelle, dit Olga. Prends patience, tout est là. Il est dit, venez à moi, vous qui peinez et qui êtes accablés. Olga parlait par sentence, d'une voix traînante, et sa démarche était celle des femmes qui font des pèlerinages, rapides et affairées. Elle lisait chaque jour l'Évangile à haute voix, à la façon d'un sacristain et sans comprendre grand-chose. Mais les paroles saintes la touchaient aux larmes, et elle ne pouvait pas prononcer sans une douce défaillance de cœur certains vieux mots slaves comme « Atchtché » et « Dondégé ». Elle croyait en Dieu, à la Vierge et aux saints. Elle croyait qu'il ne faut offenser personne au monde, ni les faibles, ni les Allemands, ni les Juifs, et que même il arriverait malheur à ceux qui n'aiment pas les animaux. Elle croyait que cela est écrit dans les livres saints. Enfin, même quand elle prononçait des mots de l'écriture qu'elle ne comprenait pas, son visage prenait une expression compatissante, attendrie et radieuse. « D'où es-tu » lui demanda Maria. « Je suis du gouvernement de Vladimir, mais il y a très longtemps que je suis à Moscou. J'y suis depuis l'âge de 8 ans. » Elles arrivèrent au bord de la rivière. Une femme sur l'autre rive se déshabillait. « C'est notre Fiocla » dit Maria la reconnaissant. « Elle va travailler dans la maison du barine, chez les régisseurs. Elle est dévergondée et insolente en diable. » Fiocla, brune, les cheveux épars, jeune encore, et ferme comme une jeune fille, se jeta dans l'eau et se mit à gambader. Il se fit autour d'elle des ondes de tous côtés. « Dévergondée en diable » répéta Maria. On passait la rivière sur des poutres branlantes sous lesquelles nageaient dans l'eau pure et transparente des bandes de barbeaux à large front. De la rosée brillait sur les arbustes verts qui se réfléchissaient dans l'eau. Il montait des souffles chauds, délicieux. Quelle belle matinée! Et comme la vie aurait été agréable dans ce monde s'il n'y avait pas eu le besoin effroyable et sans issue que personne ne peut éviter. Mais il suffisait de se retourner vers Joukovo pour se ressouvenir au vif de toutes les scènes de la veille, et le charme qui semblait vous entourer s'évanouissait en un clin d'œil. Les deux femmes arrivèrent à l'église. Maria s'arrêta à l'entrée, n'osant pas aller plus loin. Elle n'osa pas non plus s'asseoir, bien qu'on ne commençât à sonner la messe qu'à 9 heures. Elle se tint debout tout le temps. Quand on lut l'Évangile, le peuple se rangea tout à coup, faisant place à la famille du Pometchik, composée de 2 jeunes filles en robe blanche à chapeau à large bord et d'un petit garçon rebondi et rose en costume marin. Leur apparition attendrit Olga. Du premier coup d'œil, elle décida que c'étaient là des gens comme il faut, instruits et distingués. Maria les regardait en dessous, d'un air revêche et triste, comme s'ils n'eussent pas été des êtres humains, mais des monstres capables de l'écraser si elle ne se rangeait pas. Quand le diacre psalmodiait quelque chose d'une voix grave, il lui semblait tout à coup entendre « Maria !» et elle frissonnait. 3. La nouvelle de l'arrivée des Tchikildiev s'était répandue à Joukovo et après la messe, une foule de gens s'était rassemblée dans l'isba. C'étaient les Léonitchev, les Matvievitchev et les Ilitchov, venant prendre des nouvelles de leurs parents qui étaient en service à Moscou. On emmenait en effet à Moscou tous les enfants de Joukovo qui savaient lire et on les y plaçait uniquement comme garçons de restaurant ou comme garçons d'hôtel, de même que le village de l'autre côté de la rivière ne fournissait que des boulangers. Cela se passait ainsi de longue date, depuis le temps même du servage, où un certain Luka Ivanitch de Joukovo, dont on parle encore maintenant, maître d'hôtel d'un des clubs de Moscou, ne prenait à son service que des gens de son pays. Eux, à leur tour, bien en place, écrivaient à leurs parents de venir, et les distribuaient dans les différents traktirs et restaurants. Depuis ce temps-là, on ne nommait plus Joukovo, aux environs, que Terre de Cham et Petite Koloueva. Nicolas avait été amené à Moscou à l'âge de 11 ans. C'était Ivan Makaritch, de la famille des Matvievitchev, alors garçon au jardin de l'Ermitage, qui lui avait procuré sa place. Aussi maintenant,
Parlant au Matveïtchev, Nicolas disait, d'un ton pénétré, « Ivan Makaritch fut mon bienfaiteur, et je dois prier Dieu pour lui nuit et jour. C'est à lui que je dois d'être devenu quelque chose. » « Ah, mon petit père, balbutia, les larmes aux yeux, une grande vieille, sœur d'Ivan Makaritch. On n'entend pas parler de lui, le pauvre petit pigeon. » Cet hiver, il servait chez Omon, dit Nicolas. Mais pour la saison présente, j'ai entendu dire qu'il est quelque part aux environs de Moscou, dans un jardin. Il a vieilli. Autrefois, il lui arrivait de rapporter à la maison, dans la saison d'été, jusqu'à 10 roubles par jour. Mais maintenant, partout les affaires ont baissé. Le petit vieux se fatigue pour rien. Les femmes jeunes et vieilles regardèrent les jambes de Nicolas, chaussées de bottes de feutre, regardèrent son visage pâle et dirent tristement « Ah, tu ne peux plus gagner, Nicolas Ossipitch, tu ne peux plus. Le temps est passé. » Tout le monde caressait Sacha. Elle avait 10 ans fait, mais elle était petite, très maigre, et à la voir on lui aurait donné 7 ans ou plus. Auprès des autres petites filles, brunies par le soleil, aux cheveux mal coupés, vêtues de longues chemises déteintes, elle, pâlotte, avec de grands yeux noirs et un petit ruban rouge dans les cheveux, paraissait toute drôle. Elle semblait un petit animal pris au champ et amené dans une isba. « Elle sait lire, dit Olga avec orgueil, la regardant tendrement. « Lis, ma petite, lui demanda-t-elle, tirant l'évangile de son paquet. « Lis, les chrétiens t'entendront. » L'Évangile était un vieux livre lourd, relié en peau, au coin fatigué et sali. À son odeur, on eût cru que des moines entraient dans l'isba. Sacha leva les sourcils et commença à lire en chantant. Comme il se retirait, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, lui disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. »« L'enfant et sa mère » répéta Olga en extase, devenant rouge d'émotion. « Et fuis en Égypte, jusques à quand que je te le dise ?» Au mot « jusques à quand que », Olga ne put se contenir et se mit à pleurer. De la voir faire, Maria sanglota, puis la sœur d'Ivan Makaritch. Le grand-père toussa et chercha quelque chose à donner à sa petite fille, mais il ne trouva rien et remua seulement les doigts. Quand la lecture fut finie, les voisins rentrèrent chez eux, attendris et enchantés d'Olga et de Sacha. À l'occasion de la fête, la famille resta toute la journée à la maison. La vieille, que son mari, que les brus, que les petits-enfants, que tous appelaient indistinctement Babka, grand-mère, s'efforçait de tout faire elle-même. Elle réchauffait elle-même le four et préparait le samovar. Elle travaillait au champ jusqu'à midi, et elle marmonnait ensuite qu'on la tuait de travail. Elle se mettait en quatre pour qu'on ne mangeât pas un morceau de trop, pour que les vieux et ses brus ne restassent pas à ne rien faire. Tantôt, il lui semblait que les oies du tractirtchik était entrée par les champs dans son jardin potager, et elle se précipitait hors de l'isba avec un long bâton. Elle demeurait une demi-heure à faire les hauts cris autour de ses choux aussi flasques et flétris qu'elle. Tantôt, il lui semblait qu'une corneille voulait se jeter sur ses petits poulets, et elle se précipitait, hurlante, sur la corneille. Elle se fâchait et grognait du matin au soir, criant parfois si fort que dans les rues, les passants s'arrêtaient. Envers son mari, elle ne se comportait pas avec plus de douceur. Elle l'appelait tantôt fainéant, tantôt choléra. C'était de vrai un moudjik sur lequel il n'y avait pas à faire le moindre fond, et il est possible que si sa femme ne l'eût pas houspillé sans cesse, il n'eût rien fait du tout, demeurant sur le four à discourir. Il raconta à son fils de longues histoires sur on ne sait quels ennemis. Il se plaignait des offenses qu'il croyait endurer chaque jour de ses voisins. Il était assommant à entendre. « Oui, racontait-il, se tenant les reins, oui, une semaine après l'exaltation de la croix, je vendis du foin, 30 kopecks le poud. C'était de bon gré. Bon, ça va bien. Je pars donc conduire ce foin un matin, c'était de bon gré. Je ne fais rien à personne. Mais voilà-t-il pas, par malheur, que je vois sortir du tractir le starost Antip Siedelnikov. Où amènes-tu ce foin, espèce de je ne sais quoi? Se mit-il à crier, et il me frappe sur l'oreille. Syriac, cuvant son ivresse, avait un mal de tête horrible, et il avait honte devant son frère. « Voilà ce que fait l'eau de vie !» gémissait-il, secouant sa tête malade. « Oh, mon Dieu! Mon frère et ma belle-sœur, je vous en prie, excusez-moi pour l'amour du Christ. Je suis moi aussi mécontent de moi-même. » À l'occasion de la fête, on avait acheté au tractir un hareng et fait une soupe avec la tête. Dès midi, tout le monde s'attabla pour boire du thé. Les moudjiks en burent à n'en plus finir, jusqu'à suer, et ils semblaient gonflés de thé. Pourtant, après cela, ils se mirent encore à manger leur soupe, tous au même pot. Pour le corps du hareng, la vieille l'avait serré. Le soir venu, au haut de l'escarpement, le potier alluma son four.
Les jeunes filles sur la prairie menèrent des danses et chantèrent. Les jeunes gens jouèrent de l'accordéon. Et par-delà la rivière, un autre four chauffait, et des jeunes filles chantaient. Et leur chant, de loin, paraissait doux et harmonieux. Au tractir et autour du tractir, les hommes faisaient tapage. Ils chantaient, ivres, chacun pour soi, et se disputaient si fort qu'Olga ne faisait que trembler et dire « Ah, tous les saints !» Elle s'étonnait de les entendre se disputer sans trêve, et que les vieux qui étaient déjà près de la mort criassent le plus longtemps, et le plus fort de tous. Les enfants et les petites filles entendaient des invectives sans sourciller. Il était clair qu'ils étaient habitués à tout cela dès le berceau. Minuit passa, les fours étaient éteints déjà sur les deux rives, mais sur la prairie et au tractir, tout le monde encore se divertissait. Le vieux et Syriaque, ivres tous les deux, se tenant par la main, se heurtant des épaules l'un l'autre, arrivèrent à la grange où étaient couchées Olga et Maria. « Laisse-la, conseilla le vieux, laisse-la. C'est une femme tranquille, ce serait un péché. »« Maria !» hurla Syriaque. « Laisse-la, ce serait un péché, c'est une bonne baba. » Tous deux tournèrent une minute autour de la grange et s'éloignèrent. « J'aime les fleurs des champs », se mit tout à coup à chanter le vieux, d'une voix aiguë. « J'aime les cueillir dans les prés. » Ensuite il cracha, jura vilainement et entra dans l'isba. 4. La grand-mère avait mis Sacha en faction près du potager pour empêcher les oies d'y entrer. C'était une chaude journée d'août. Les oies du tractirtchik pouvaient arriver dans le potager par les champs, mais elles étaient pour l'heure occupées à gruger de l'avoine du côté du tractir, babillant doucement. Seul le jar dressait la tête, comme pour voir s'il ne venait pas quelque vieille avec un bâton. D'autres oies pouvaient venir d'en bas, mais elles paissaient maintenant de l'autre côté de la rivière, déployant sur la prairie une longue guirlande blanche. Sacha ne tarda pas à s'ennuyer, et ne voyant pas venir d'oie, se dirigea vers la crête. Elle y aperçut la fille aînée de Maria, Motka, qui, debout sur une énorme pierre, regardait du côté de l'église. Sa mère avait eu 13 enfants, mais il ne lui en restait que 6, rien que des filles, pas un garçon, et l'aîné avait 8 ans. Motka, pieds nus, en longue chemise, se tenait immobile en plein soleil, sans y faire aucune attention, littéralement pétrifiée. Sacha se glissa auprès d'elle et lui dit, regardant l'église, « Dieu vit dans l'église. Les gens s'éclairent avec des lampes et des chandelles, mais Dieu a des jolies petites lampes rouges, bleues et vertes, comme des petits yeux. La nuit, Dieu se promène dans l'église, accompagné de la très sainte Vierge et de Saint Nicolas. Toup, toup, toup. Et le gardien a peur, a peur. Voilà mon hirondelle, ajouta-t-elle, imitant sa mère inconsciemment. Et quand viendra la fin du monde, toutes les églises monteront dans le ciel. Avec les cloches, demanda Motka d'une voix grave, séparant chaque syllabe. Avec les cloches. Et à la fin du monde, les bons iront dans le paradis. Quant aux méchants, ils iront brûler dans le feu éternel, mon hirondelle. Dieu dira à maman et à ta mère Maria, vous n'avez offensé personne, aussi allez à droite dans le paradis. Mais à Syriaque et à la grand-mère, il dira, et vous, allez à gauche, dans le feu, et aussi ceux qui auront fait gras iront dans le feu. Elle regarda en l'air, au ciel, ouvrant largement les yeux et dit, regarde le ciel sans ciller, tu verras les anges. Motka leva les yeux et une minute passa dans le silence. Vois-tu ? demanda Sacha. Je ne vois rien, dit Motka de sa grosse voix. Et moi je vois, de petits anges volent dans le ciel, et leurs ailes battent, battent, on dirait des canards. Motka réfléchit un peu regardant par terre et demanda. La grand-mère brûlera ? Elle brûlera, mon hirondelle. De la pierre sur laquelle se trouvaient les enfants jusqu'en bas, il y avait une pente douce, unie, couverte d'une herbe si fine, si verte, que l'on se prenait l'envie de la toucher ou de s'étendre dessus. Sacha s'étendit et se laissa rouler. Motka, le visage sérieux et rude, gonflant les joues, se coucha elle aussi et se laissa rouler. Dans ce mouvement, sa chemise se releva jusqu'aux épaules. « Comme ça fait drôle !» s'écria Sacha avec transport. Elles remontèrent toutes les deux pour se laisser rouler une seconde fois. Mais à ce moment-là, retentit une voix stridente, trop connue. Comme elles eurent peur, la grand-mère édentée, osseuse, voûtée, ses courts cheveux gris épars dans le vent, chassait armée d'une longue gaule les oies de son potager, et criait « Elles ont écrasé tous mes choux, maudites, puissiez-vous crever 3 fois anathème. Peste, il n'y aura donc pas de mort pour vous !» Elle aperçut les fillettes, jeta sa gaule, ramassa une longue verge et saisissant Sacha derrière le cou, de ses doigts secs et raides, comme des branches de fourche, elle se mit à la fustiger.
Sacha pleura de douleur et de peur, et à ce moment-là, le jar, se dandinant d'une patte sur l'autre, se jeta sur la vieille, le cou tendu, lui sifflant on ne sait quoi, qui fit que toutes les oies, quand il retourna vers elle, l'accueillirent d'un air approbatif. La vieille ensuite se mit en devoir de fustiger Motka, dont la chemise se retroussa encore. Sacha, désespéré, pleurant très fort, se dirigea vers Lisba pour se plaindre. Motka la suivit, pleurant aussi, mais sur un ton plus bas. Elle n'essuyait pas ses larmes, et son visage était aussi mouillé que si elle l'eût trempé dans l'eau. « Ah, tous les saints !» s'écria Olga, saisie quand les deux enfants arrivèrent dans l'Isba. « Reine des cieux !» Sacha commença à raconter ce qui s'était passé, mais tout aussitôt la grand-mère arriva, pleine d'injures et de cris aigus. Fiocla se mit de la partie, et dans l'Isba il y eut du bruit. « Allons, ce n'est rien, fit Olga, pâle et défaite, consolant Sacha doucement et lui caressant la tête. « C'est ta grand-mère, ce serait un péché d'être en colère après elle, ce n'est rien, ma petite. » Nicolas, excédé de ces cris continuels, énervé par la faim, par la touffeur et les puanteurs de l'Isba, et qui déjà détestait et méprisait la pauvreté qui l'entourait, qui enfin avait honte de ses pères et mères devant sa femme et devant sa fille, se redressa, assit les jambes pendantes sur le four, et dit, irrité d'une voix dolente, s'adressant à sa mère, « Vous ne pouvez pas la battre, vous n'avez aucun droit de la battre. »« Ouh, tu mourras là sur le four, chétif !» lui cria Floca avec haine. « C'est le diable qui vous a amené ici, pique-assiette !» Sacha et Motka et toutes les petites filles, autant qu'il y en avait, se glissèrent sur le four, dans le coin, derrière le dos de Nicolas, et se mirent à écouter tout, sans faire de bruit, avec un tel effroi qu'on entendait battre leur petit cœur. Quand il y a dans une famille un malade, malade depuis longtemps déjà et condamné, il est des minutes analogues, où tous ses proches, timidement et en secret, dans la profondeur de leur âme, désirent sa mort. Seuls les enfants redoutent la mort d'un homme de leur famille, et tremblent en y pensant. Ainsi, dans l'Isba, les petites filles, retenant leur souffle et regardant Nicolas d'un air affligé, pensaient qu'il mourrait bientôt, et elles avaient envie de pleurer, et de lui dire quelque chose de doux et de compatissant. Nicolas se pressa contre Olga, cherchant véritablement protection auprès d'elle, et lui dit à voix basse, toujours tremblant, « Olga, ma chérie, je ne puis plus rester ici, je n'en ai plus la force. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Christ qui est au ciel, écris à ta bonne sœur Klavdia Abramovna, qu'elle vende ou qu'elle engage tout ce qu'elle a, qu'elle nous envoie de l'argent, nous partirons d'ici. Ah, Seigneur, ajouta-t-il avec angoisse, si je pouvais encore une fois voir Moscou ne fût-ce que d'un œil, si je pouvais seulement la voir en songe, la bonne petite mère. » Quand le soir arriva et qu'il fit sombre dans l'Isba, il pesa sur tous une telle anxiété qu'il fut difficile de dire un mot. La grand-mère, furieuse, trempait des croûtes de pain de seigle dans son écuelle, et elle en suça longtemps, 1 heure entière. Maria alla traire la vache, apporta un seau plein de lait et le posa sur le banc. La babka se mit à transvaser le lait dans les cruches, sans hâte, visiblement heureuse que ce fût maintenant le carême de l'Assomption, en sorte que personne ne mangerait de lait et qu'il resterait tout. Elle en versa seulement quelques gouttes dans une soucoupe pour l'enfant de Fiocla, et elle porta avec l'aide de Maria les cruches dans la cave. Motka alors sortit soudain de sa torpeur, se glissa à bas du four et s'approchant du banc sur lequel était restée, avec des croûtes, l'écuelle de sa grand-mère, elle fit sauter dedans du lait de la soucoupe. La grand-mère, rentrant, se mit à manger ses croûtes. Sacha et Motka, assis sur le four, la regardèrent faire avec bonheur, songeant que maintenant elle avait rompu le jeûne et qu'il était sûr qu'elle irait en enfer. Cela les consola et elles furent se coucher. Sacha s'endormit en se représentant le jugement dernier. Un grand four brûlait, semblable à celui du potier, et le mauvais esprit, avec des cornes de vache, tout noir, poussait dans le feu sa grand-mère avec un grand bâton, pareil à celui dont elle avait tantôt chassé les oies. 5. Le soir de l'Assomption, vers 11 heures, les filles et les garçons qui se promenaient sur la prairie poussèrent tout à coup des cris et des glapissements, et se précipitèrent dans la direction de Joukovo. Ceux qui étaient assis en haut de l'escarpement ne purent comprendre d'abord quelle en était la cause. « Au feu! Au feu !» criaient en bas des voix désespérées. « Nous brûlons !» Ceux qui se trouvaient en haut se retournèrent et virent un tableau effrayant, insolite, une colonne de feu, haute d'une toise, qui se tordait et projetait de tous les côtés des étincelles, sortait en gerbe du toit de paille d'une des dernières isbas du village. En un instant, une flamme vive embrasa tout le toit, et l'on entendit le feu crépiter. La lune avait disparu, et une lueur rouge et tremblante enveloppait le hameau.
Des ombres noires couraient çà et là, et l'on sentait une odeur de brûlé. Tous ceux qui remontaient en courant haletaient, et de saisissement ne pouvaient dire un mot. Ils se heurtaient, tombaient, et offusqués par la lumière vive, voyant mal, ils ne se reconnaissaient pas les uns les autres. C'était effrayant. Il était surtout effrayant de voir au-dessus des flammes, dans la fumée, des pigeons voler et d'entendre au tractir, où l'on ne savait pas encore qu'il y eut le feu, des chants se prolonger et des accordéons aller, comme si rien ne fût survenu. « L'oncle Sémione brûle !» cria quelqu'un d'une voix forte et rude. Maria courait de côté et d'autre, autour de Lisba pleurant, se tordant les mains, claquant des dents, bien que l'incendie fût loin de chez elle, à l'autre extrémité du hameau. Nicolas sortit sur la porte en bottes de feutre. Des enfants coururent au feu en chemise. À la porte du dizainier, on se mit à frapper sur une plaque de fonte. Bim, bim, bim. Ce bruit répété, continu, serrait le cœur et donnait froid. Les vieilles femmes avaient sorti des images. On poussait dans la rue des brebis, des veaux et des vaches. On sortait des coffres, des toisons, des cuveaux. Un étalon noir qu'on mettait à part parce qu'il ruait et blessait les autres chevaux, en liberté maintenant, piaffait, hennissait, galopait d'un bout à l'autre du village. Il s'arrêta soudain auprès d'un chariot et se mit de toutes ses forces à battre dedans des pieds de derrière. On commença à sonner à l'église de l'autre côté de la rivière. Auprès de la maison en feu, il faisait extrêmement chaud, et si clair que par terre, on pouvait distinguer chaque herbe. Sur un des coffres que l'on était arrivé à tirer de chez lui, Sémione était assis. C'était un moudjik roux avec un grand nez, une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles et une veste courte. Sa femme gisait la face contre terre, égarée et gémissait. Un petit vieux d'au moins 80 ans, à grande barbe, semblable à un gnome, que l'on ne connaissait pas et qui manifestement néanmoins avait eu part à l'incendie, rôdait autour d'eux tenant un paquet blanc à la main. Le feu se réfléchissait sur son crâne chauve. Le staroste Antip Siedelnikov, noir et hâlé comme un tzigane, arriva avec une hache et enfonça les fenêtres l'une après l'autre. Ensuite, on ne sait pourquoi, il se mit à couper l'avancée de la porte. « Femme, de l'eau !» cria-t-il. « Amenez la pompe, remuez-vous !» Les moudjiks qui l'instant auparavant godaillaient au tractir amenèrent la pompe. Tous étaient ivres, trébuchaient et tombaient. Tous avaient un sentiment d'impuissance et des larmes aux yeux. « Les filles, de l'eau !» cria le staroste, ivre lui-même. « Dépêchez-vous, jeune fille !» Les femmes et les filles couraient en bas à la fontaine et remontaient à grand-peine des seaux et des baquets pleins d'eau qu'elles versaient dans la machine, et elles repartaient en courant. Olga, Maria, Sacha et Motka portèrent ainsi de l'eau. Les garçons et des femmes pompaient, le tuyau sifflait, et le staroste, dirigeant le jet tantôt sur la porte, tantôt sur les fenêtres, réglait le débit avec son doigt, ce qui rendait le sifflement encore plus aigu. « Bravo, Antip! Continue !» crièrent des voix approbatives. Antip s'enfonça dans le vestibule dans le feu et cria « Pompez! Travaillez, voyons, braves gens, dans une circonstance si malheureuse !» Des moudjiks s'étaient rassemblés en tas autour de Lisba et ne faisaient que regarder le feu. Personne ne savait à quoi se mettre, personne n'était capable de rien. Pourtant, il y avait là tout auprès des meules de blé, un hangar, du foin et des tas de fagots. Syriac et son père Ossip regardaient tous les deux un peu ivres. Le vieux, comme pour excuser son inaction, dit à une femme étendue par terre « À quoi bon se donner du mal, la vieille? Lisba est assurée. Que t'importe ?» Sémione, s'adressant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, racontait comment le feu avait pris. « C'est ce petit vieux au paquet, ancien serf du général Joukov. Il a été cuisinier chez notre général, dont Dieu est l'âme. Hier soir, il arrive. Laisse-moi, dit-il, passer la nuit. Bon, nous buvons un petit verre, naturellement. La babka s'occupe à préparer le samovar pour que le petit vieux boive du thé. Mais par malheur, elle posa le samovar dans le couloir, et une étincelle sortit du tuyau du samovar, vola dans la paille du toit, tout est venu de là. Pour un peu, nous brûlions aussi. La casquette du petit vieux a brûlé. Quel malheur! On frappait sur la plaque de fonte infatigablement, et par-delà la rivière, à l'église, on sonnait souvent. Olga, tout éclairée, essoufflée, regardait avec épouvante les moutons rouges, les pigeons roses volant dans la fumée, et elle ne faisait que courir en bas et remonter. Il lui semblait que le tocsin lui perçait l'âme, que l'incendie durerait toujours, que Sacha était perdu. Quand le plafond de Lisba s'écroula avec bruit, Olga, prise de l'idée que maintenant tout le hameau brûlerait inévitablement, eut une faiblesse telle qu'elle ne put plus avancer. Elle posa à côté d'elle les seaux qu'elle portait et s'assit sur la crête. Des femmes s'assirent à côté d'elle et au-dessous. Elle gémissait et se lamentait comme à un enterrement.
À ce moment-là, des régisseurs et des ouvriers de la maison du Popetchik arrivèrent de l'autre rive sur 2 chariots, amenant une seconde pompe. Un étudiant très jeune arriva à cheval, en veste blanche déboutonnée. On prit les haches et on dressa une échelle contre l'isba. 5 hommes montèrent sur la charpente brûlante. L'étudiant y monta le premier. Il était rouge et criait d'une voix brève, enrouée et d'un ton si net, qu'il semblait que l'extinction des incendies fût depuis longtemps son affaire. On désassembla les poutres de l'isba, on démonta les tables, la barrière de clay, on défit la meule de foin la plus voisine. « Ne démolissez pas !» crièrent dans la foule les voix sévères. « Ne laissez pas démolir !» Cyriaque se dirigea vers l'isba d'un air décidé, comme pour empêcher les arrivants de tout briser. Mais un des ouvriers le retourna sens devant derrière et le frappa sur le cou. Un rire s'éleva. L'ouvrier le frappa à nouveau et Cyriaque tomba et se sauva à 4 pattes dans la foule. 2 belles jeunes filles en chapeau, et qui étaient sans doute les sœurs de l'étudiant, arrivèrent aussi de l'autre rive. Elles se tinrent à quelque distance pour regarder l'incendie. Les poutres arrachées ne brûlaient déjà plus, mais fumaient violemment. L'étudiant, manœuvrant le jet de la pompe, le dirigea tantôt sur ses poutres, tantôt sur les moudjiks, et tantôt sur les femmes qui portaient de l'eau. « Georges !» criaient les jeunes filles, d'un ton de reproche et d'inquiétude. « Georges !» L'incendie finit, et alors qu'on commençait à se séparer, on s'aperçut qu'il était déjà jour. Tous semblaient pâles et un peu livides, comme on le paraît toujours à l'aurore quand les dernières étoiles s'éteignent dans le ciel. Les moudjiks, en se dispersant, riaient et se moquaient du cuisinier du général Joukov et de sa casquette brûlée. Ils éprouvaient le besoin de tourner l'incendie en plaisanterie et semblaient regretter qu'il se fût terminé si vite. « Vous savez éteindre un incendie, Barine, » dit Olga à l'étudiant. « Vous devriez venir chez nous à Moscou. Là, si l'on comptait, il y a 1 incendie par jour. »« Vous êtes de Moscou » demanda une des demoiselles. « Mais oui, mon mari sert au bazar slave, et c'est ma fille, ajouta-t-elle, montrant Sacha qui avait froid et qui se cachait dans ses jupes. Elle aussi est de Moscou. Les jeunes filles dirent quelque chose en français à l'étudiant, et il donna à Sacha une pièce de 2 grievniks. Le vieil Ossip vit cela, et un espoir aussitôt illumina son visage. « Grâce à Dieu, dit-il à l'étudiant, il n'y avait pas de vent, votre noblesse. Autrement, tout aurait flambé en 1 heure. Vous êtes de bons seigneurs, votre noblesse, ajouta-t-il d'un air embarrassé et d'une voix plus basse. Le matin est froid, il faudrait se réchauffer. S'il était de votre bonté de me donner de quoi acheter une petite demi-bouteille, on ne lui donna rien, et il se traîna chez lui en maugréant. Olga alla se mettre en haut de l'escarpement de Joukovo et regarda les 2 chariots passer la rivière à gué, et les messieurs s'en allaient par les prés. Une voiture les attendait sur l'autre rive. Revenue à l'isba, elle raconta tout cela à Nicolas avec exaltation. De si braves gens, si gentils, et les demoiselles 2 chérubins. Qu'ils crèvent, dit avec colère Fiocla, à moitié endormi. 6. Maria se tenait pour malheureuse et disait qu'elle voudrait bien mourir. Au contraire, Fiocla goûtait la vie qu'elle menait. La misère, la saleté et les querelles continuelles, elle mangeait ce qu'on lui donnait sans choix. Elle dormait là où elle se trouvait. Elle versait les rinçures dans le couloir de l'isba, les lançait à travers le seuil et elle marchait pieds nus dans leurs flaques. Elle avait dès le premier jour détesté Nicolas et Olga, pour cela principalement que la vie de l'isba ne leur plaisait pas. « Je veux voir ce que vous pourrez manger ici, noble de Moscou, leur disait-elle avec une joie mauvaise. Je le verrai. Un matin, c'était déjà le commencement de septembre. Fiocla avait remonté de la fontaine 2 seaux d'eau. Elle était rose de froid, mais belle et pleine de santé. Maria et Olga étaient assises à boire du thé. « Du thé avec du sucre ?» dit Fiocla ironiquement en posant les seaux. « Ces dames se sont donné la mode de boire du thé chaque jour. Voyez un peu, ne finiront-elles pas par gonfler avec tout ce thé-là ? Et celle-ci, continua-t-elle en regardant Olga avec haine, n'a-t-elle pas appris à Moscou à ne rien faire ? Un beau museau soufflé, grosse dondon !» Elle brandit sa palonche et en frappa Olga sur l'épaule, si fort que les 2 brus en ouvrirent les bras et s'écrièrent « Ah ! Tous les saints !» Après cela, Fiocla s'en alla à la rivière laver du linge, et en chemin, elle criait si fort qu'on l'entendait de l'isba. Le jour passa. Il vint un long soir d'automne que l'on occupa dans l'isba à dévider de la soie. Tous en dévidaient, excepté Fiocla qui était chez les régisseurs. On prenait de la soie à une fabrique voisine, et toute la famille n'y gagnait guère, 20 kopecks par semaine. Du temps des maîtres, c'était mieux, disait Ossip, réfléchissant en dévidant de la soie. Tu travaillais, tu mangeais, tu buvais, chaque chose en son temps. Au dîner, tu avais des ch'tis et de la katcha, au souper aussi des ch'tis et de la katcha.
des concombres et des choux, tu en avais à volonté, tu mangeais tant que tu pouvais, autant que le cœur te disait. Il y avait plus de sévérité, mais chacun savait ce qu'il y avait à faire. Dans l'isba ne brûlait qu'une petite lampe terne et fumeuse, et quand quelqu'un se mettait devant la lampe, détachant sa grande ombre sur la fenêtre, on percevait la lumière vive de la lune. Le vieillard Ossip racontait sans se presser comment on vivait avant l'émancipation, comment dans ces mêmes endroits si ennuyeux et si pauvres, on chassait aux chiens courants, aux lévriers avec des rabatteurs de Pskov, et combien de vodka les moudjiks buvaient au moment des battues. De vrais trains de chariots partaient pour Moscou, chargés de gibier pour les jeunes maîtres, puis il racontait comment on punissait de verge les mauvais sujets, comme on les envoyait dans le bien patrimonial du seigneur, au gouvernement de Tver, et comme on récompensait les bons. La babka aussi raconta quelque chose. Elle se souvenait de tout, pertinemment de tout. Elle conta des histoires de sa maîtresse, bonne et pieuse femme qui avait un mari prodigue et débauché, et dont toutes les filles s'étaient mariées en fin de compte. Dieu sait comment. L'une avait épousé un ivrogne, l'autre un artisan, et la troisième avait été enlevée. La babka, qui alors était fille, avait précisément aidé à l'enlèvement. Enfin, elles étaient toutes trois mortes de chagrin, prématurément, comme leur mère. En se souvenant de tout cela, la vieille se mit à pleurer. Soudain, quelqu'un frappa à la porte, et tous tressaillirent. « Oncle Ossip, permets que je passe la nuit, » dit une voix. C'était un petit vieux entièrement chauve, le cuisinier du général Joukov, celui-là même dont la casquette avait été brûlée. Il s'assit, écouta, et à son tour se mit à se souvenir et à raconter diverses histoires. Nicolas, assis sur le four, les jambes pendantes, l'écoutait et lui demandait sans cesse quels mets on préparait du temps des maîtres. Ils parlèrent de beefsteak haché, de côtelettes et de différentes soupes et sauces. Le cuisinier, qui avait lui aussi une mémoire parfaite, parlait de mets que maintenant on ne prépare plus. Par exemple, un plat fait avec des yeux de bœuf et que l'on appelait « réveil matin » et des côtelettes à la maréchale. En faisiez-vous aussi ? Demanda Nicolas. Non. Nicolas hocha la tête d'un air de reproche et dit « Ah, cuisinier de malheur !» Les petites filles, assises et couchées sur le four, regardaient en bas sans broncher. Elles semblaient très nombreuses, comme des chérubins dans un nuage. Les récits leur plaisaient. Elles soupiraient, frissonnaient et pâlissaient parfois d'aise, parfois de crainte. Elles trouvaient les histoires de la grand-mère les plus intéressantes de toutes. Elles l'écoutaient sans oser respirer ni faire le moindre mouvement. On se coucha en silence, et les vieillards, excités par leurs récits, agités, ne pensaient plus qu'à cela. Quelle belle chose la jeunesse, qui ne laisse après soi dans le souvenir, telle qu'elle a été, que vie, que joie et qu'émoi. Et quelle froide et horrible chose c'est que la mort prochaine. Il vaut mieux n'y pas penser. La lampe s'éteignit. Et les ténèbres, et les deux petites fenêtres fortement éclairées par la lune, et le calme, et les balancements des berceaux ne leur rappelaient aussi qu'une chose, que la vie était déjà passée et qu'elle ne reviendrait jamais. On s'assoupit, on s'oublie, et voilà que quelque chose vous frappe sur l'épaule, vous souffle sur la joue, et plus de sommeil. Votre corps est comme si vous ne le sentiez plus, et les pensées de la mort vous trottent dans la tête. Tournez-vous de l'autre côté, vous n'y penserez plus à la mort. Mais il vous viendra de longues, de fastidieuses, d'obsédantes pensées sur le besoin, les vivres, renchérissement de la farine, et au bout de bien peu de temps, il vous faudra vous souvenir à nouveau que la vie est déjà passée, et qu'elle ne reviendra plus. « Ah, Seigneur !» soupira le cuisinier. Quelqu'un doucement, doucement frappa à la petite fenêtre. Ce devait être Fiocla qui revenait. Olga se leva, et bâillant, marmottant une prière, ouvrit la porte et tira le verrou du couloir. Mais personne n'entra. Il souffla seulement du froid du dehors, et le couloir fut éclairé par la lune. On vit par la porte ouverte la rue tranquille et vide, et la lune elle-même qui voguait sur le ciel. « Qui est là ?» demanda Olga. « Moi !» souffla une voix. « C'est moi !» Auprès de la porte, appuyée à la muraille, était Fiocla complètement nue. Elle tremblait de froid, claquait des dents et paraissait au clair de la lune extrêmement blanche, belle et étrange. Les ombres sur elle et l'éclat de la lune sur sa peau donnaient dans la vue avec une sorte de violence, et ses sourcils sombres et sa jeune et forte poitrine s'accusaient avec une précision particulière. « Les garnements de l'autre côté de la rive m'ont déshabillée, balbutia-t-elle, et m'ont chassée comme je suis. Je suis revenue à la maison sans habits, nue comme ma mère me fit. Porte-moi des habits. »« Entre, lui dit Olga doucement, qui commençait elle aussi à trembler. « Que les vieux ne me voient pas !» La babka, en effet, commençait à s'agiter et à grogner. Le vieux demandait « Qui est là ?» Olga apporta une chemise et sa jupe à Fiocla, l'habilla, et toutes deux à pas de loup
S'efforçant de ne pas faire battre les portes, entrèrent dans l'isba. « C'est toi la grâce !» cria la babka d'un ton de colère, devinant qui c'était. « Ouh, la tare couchée! Rien ne t'arrêtera donc ?»« Ça ne fait rien, chuchota Olga, enveloppant Fiocla. « Ça ne fait rien, mon hirondelle. » Le calme se rétablit. Dans l'isba, en tout temps on dormait mal. Chacun avait quelque obsession ou quelque importunité. Le vieillard malaurin, les soucis et la méchanceté empêchaient la vieille de dormir. Maria, la peur. Les enfants, la gratelle et la faim. Leur sommeil, comme à l'habitude, était agité. Ils se tournaient d'un côté sur l'autre, parlaient en rêve, se levaient pour boire. Fiocla tout à coup éclata en sanglots gros et rudes, mais elle se retint vite et n'en fit plus que quelques-uns de plus en plus bas et sourds, jusqu'à ce qu'elle fût calmée. De loin en loin, des heures sonnaient au-delà de la rivière, mais l'horloge était dérangée. Il avait sonné 5 coups, il en sonna 3. « Oh, Seigneur !» soupira le cuisinier. En regardant par la fenêtre, il était difficile de dire s'il faisait déjà jour ou si la lune brillait encore. Maria se leva et sortit. On entendit qu'elle trayait la vache dans la cour et lui disait « Tiens-toi !» La grand-mère sortit elle aussi. Il faisait encore sombre dans l'isba, mais on commençait à distinguer pourtant tous les objets. Nicolas, qui n'avait pas encore dormi de la nuit, descendit du four. Il tira d'un coffre vert son frac, le revêtit et s'approchant de la fenêtre, passa les mains sur ses manches et tendit les pans. Et il sourit. Il quitta ensuite son frac avec précaution, le resserra dans le coffre et alla se recoucher. Maria rentra et se mit à chauffer le four. Visiblement, elle n'était pas encore tout à fait éveillée et finissait de se réveiller en marchant. Elle rêvait sans doute à quelque chose, ou quelque bribe des récits de la soirée lui revint en mémoire, car elle s'étendit doucement devant le four et dit « Non, la liberté vaut mieux !» 7. Le barine vint au hameau. C'est ainsi qu'on appelait le commissaire rural. On savait depuis une semaine quel jour, comment et pourquoi il venait. Il n'y avait à Joukovo que 40 feux, et pourtant les arrérages de la province et de la couronne s'y élevaient à plus de 2000 roubles. Le commissaire s'était arrêté au traktir. Il y daigna boire 2 verres de thé, puis se rendit à pied à l'isba du staroste, auprès de laquelle était assemblée déjà la foule des contribuables, en retard. Le staroste Antip Siedelnikov, malgré sa jeunesse, il avait 30 ans au plus, était sévère et tenait toujours le parti de l'autorité, bien qu'il fût pauvre lui-même et payât ses impôts irrégulièrement. On voyait qu'il se réjouissait d'être staroste, et le sentiment du pouvoir lui plaisait. Mais il ne savait se le démontrer à lui-même que par la rigueur. L'assemblée communale le craignait et lui obéissait. Il lui arrivait de se jeter tout à coup dans la rue auprès du traktir, sur un ivrogne, de lui attacher les bras derrière le dos et de le mener en prison. Une fois même, il y avait conduit la babka, parce que venue à l'assemblée à la place d'Ossip, elle s'y était mise à se disputer. Il l'y avait laissé 24 heures. Il n'avait pas vécu à la ville et ne lisait jamais de livres, mais il avait ramassé ça et là différents mots savants et aimait à s'en servir en parlant. Pour cela, on le considérait, bien qu'on ne le comprît pas toujours. Quand Ossip arriva à la maison du staroste, avec son carnet de redevances, le commissaire, un homme âgé, maigre, à longs favoris blancs, était assis, en tunique de toile grise, devant la table sous les images, et il écrivait quelque chose. L'isba était propre, tous les murs recouverts d'illustrations découpées dans les journaux. À l'endroit le plus en vue, près des images, se trouvait un portrait de Battenberg, ex-prince de Bulgarie. Auprès de la table se tenait debout Antip Siedelnikov, les bras croisés sur la poitrine. « Celui-ci, votre noblesse, doit 119 roubles, dit-il, quand ce fut le tour d'Ossip. Avant Pâques, il a donné 1 rouble, et depuis ce temps-là, pas un kopek. » Le commissaire leva les yeux sur Ossip et lui demanda « Pourquoi cela, mon ami ?»« Faites paraître la bonté de Dieu, votre noblesse, commença Ossip en s'agitant. Permettez que j'explique. L'année dernière, le barine de Liutoriesk m'avait dit « Ossip, vends-moi du foin. Vends-m'en, m'avait-il dit. Pourquoi pas? J'avais 100 poutres de foin à vendre. Les femmes l'avaient fauché sur la prairie. Bon, nous faisons marcher. Tout va bien. C'était de bon gré. » Il se plaignit du staroste et sans cesse se tournait vers les moujiks, comme pour invoquer leur témoignage. Son visage était rouge, plein de sueur, les yeux aigus et mauvais. « Je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout cela, » fit le commissaire. « Je te demande pourquoi tu ne paies pas tes arrérages. Aucun de vous ne paie, et moi, il faut que je réponde pour vous. Ce n'est pas en mon pouvoir, dit Ossip. Voilà des mots sans conséquence, votre noblesse, dit le staroste. Réellement, les Tchikildeïev sont de classe déshéritée, mais prenez la peine de demander aux autres. La cause de tout est la vodka.
Très mauvais sujet, pas la moindre compréhension de rien. Le commissaire écrivit quelque chose et dit à Ossip d'un ton tranquille et égal, comme s'il lui demandait de l'eau. « Va-t'en » Lui-même partit vite. Et quand il fut assis dans son tarantass primitif, rien qu'à la silhouette de son dos long, on pouvait se rendre compte qu'il ne songeait plus ni à Ossip, ni au staroste, ni aux arrérages de Joukovo, mais à quelque chose qui le concernait en propre. Cependant, il ne s'était pas encore éloigné d'une verste que déjà Antip Siedelnikov avait emporté de chez les Tchikildeïev leur samovar, et la vieille le suivait en glapissant à s'en arracher la poitrine. « Je ne te le laisserai pas, je ne te le laisserai pas, maudit !» Le staroste s'en allait à grands pas, et la babka le poursuivait, essoufflé, prêt à tomber, voûté, féroce. Son mouchoir de tête lui avait glissé sur les épaules, et ses cheveux d'un blanc verdâtre flottaient dans le vent. Elle s'arrêta soudain et en véritable révoltée se mit à se battre la poitrine de ses poings et à crier encore plus fort, d'une voix sifflante et comme sanglotante. « Braves gens orthodoxes qui croyaient en Dieu, ils m'ont offensé, petit père, ils m'ont fait violence, ami. Holà, holà, mes petits pigeons, prenez mon parti !»« Babka, babka, dit le staroste avec sévérité, mets de la raison dans ta tête. » Sans samovar, la maison des Tchikildeïev devint tout à fait triste. Il y avait dans cette saisie quelque chose d'humiliant et d'affligeant, comme si on eût déshonoré l'Isba. Il aurait mieux valu que le staroste eût emporté la table, tous les bancs et tous les pots. L'Isba n'eût pas paru si vide. La babka criait, Maria pleurait, et les petites pleuraient au son. Le vieux se sentait fautif, restait assis dans un coin, tête basse, sans rien dire. Nicolas non plus ne disait rien. Sa mère l'aimait et le plaignait, mais ayant subitement oublié sa pitié, elle se jeta à l'injurier, à le couvrir de reproches, lui mettant même les poings sous le nez. Elle criait qu'il était cause de tout. Pourquoi en effet envoyait-il si peu d'argent à la maison lorsqu'il se vantait lui-même, dans ses lettres, de gagner au bazar slave jusqu'à 50 roubles par mois? Pourquoi était-il revenu à Joukovo avec une famille? S'il venait à mourir, avec quoi l'enterrerait-on? Et Nicolas, Olga et Sacha faisaient peine à regarder. Le vieux grommela prit sa casquette et s'en fut trouver le staroste. La nuit était déjà venue. Antip Siedelnikov soudait quelque chose près de son four, les joues gonflées, dans une fumée puante. Ses enfants, maigres, mal lavés, aussi sales que ceux de Tchikildeïev, se traînaient par terre dans l'isba. Sa femme, pleine de rousseur, laide, le ventre gros, dévidait de la soie. C'était une malheureuse et pauvre famille au milieu de laquelle seul Antip paraissait jeune et fort. 5 samovars étaient à la file sur le banc. Ossip se mit à briller Battenberg et dit « Antip, montre la bonté de Dieu, rends-nous notre samovar, pour l'amour du Christ. Apporte-moi 3 roubles, tu l'auras. Ce n'est pas en mon pouvoir. » Antip gonfla les joues, le feu ronfla et siffla, se réfléchissant sur les samovars. Ossip tourna sa casquette et dit pensivement « Rends-le-moi !» Le brun staroste paraissait maintenant tout à fait noir et semblable à un sorcier. Il se retourna vers Ossip et lui dit, rude, d'un ton bref. « Tout dépend du chef du canton. Dans la séance administrative du 26 courant, tu pourras donner cours à ton mécontentement de vive voix ou par écrit. » Ossip ne comprit rien à ce discours, mais s'en tint pour satisfait et s'en retourna chez lui. Le commissaire revint 10 jours plus tard, resta 1 heure et s'en alla. Le temps était à ce moment-là froid et venteux. La rivière était déjà prise depuis longtemps, mais il n'y avait pas de neige, et les gens se tourmentaient de n'avoir pas de chemin praticable. Un soir de fête, des voisins vinrent voir Ossip et causer avec lui. Ils parlaient dans l'obscurité parce que, comme c'était péché de travailler, on n'avait pas allumé. Il y avait des nouvelles bien désagréables. On avait dans 2 ou 3 maisons pris pour les arrérages des poules et on les avait emmenées à l'administration cantonale. Elles y étaient mortes parce que personne ne leur donnait à manger. On avait saisi des moutons. Et dans le trajet, comme ils étaient attachés et qu'on les chargeait à chaque village sur une nouvelle voiture, il en était crevé un. Les moudjiks se demandaient qui était coupable de tout cela. « Le Zemstvo, dit Ossip. « Qui donc le serait, sinon lui ?»« Bien sûr, c'est le Zemstvo, dit un autre paysan. Il rendait le Zemstvo coupable de tout, et les arrérages, et les vexations, et les mauvaises récoltes, bien qu'aucun d'eux ne sût au juste ce que c'est que le Zemstvo. Cela datait du temps où les riches moudjiks, possesseurs de fabriques, de boutiques et d'auberges, qui avaient été membres du Zemstvo, en étaient restés mécontents et s'étaient mis à déblatérer dans leurs fabriques et dans leurs traktirs contre le Zemstvo. Les moudjiks se demandaient pourquoi Dieu ne donnait pas de neige. Ils avaient du bois à conduire, et à travers les mottes de terre, pas moyen de charroyer ni de marcher. Autrefois, il y avait de cela 15 ou 20 ans et plus, les conversations étaient autrement intéressantes à Joukovo.
Alors chaque vieillard avait l'air de garder un secret, de savoir et d'attendre quelque chose. Alors chacun parlait d'une lettre close à cachet d'or, de partage, de nouvelles terres, de trésors, tous faisaient allusion à quelque chose. Mais maintenant, à Žukovo, il n'y avait plus aucun secret. La vie de tous était claire comme sur la main. Tous ne pouvaient plus parler que du besoin, des fourrages et de la neige qui ne venait pas. Ils se turent un instant, puis recommencèrent à parler des poules et des moutons qu'on leur enlevait et à trancher la question « Qui en est coupable ?» Le Zemstvo, répéta Ossip avec accablement. Qui le serait sinon lui? 8. L'église paroissiale était à 6 verstes de Žukovo, à Kosogorovo. Les moudjiks n'y allaient que quand c'était tout à fait indispensable, pour un baptême, un mariage ou un service funèbre. D'ordinaire, ils priaient à l'église qui était au-delà de la rivière. Les jours de fête, quand le temps était beau, les jeunes filles s'attifaient et s'en allaient par bandes à la messe. Il faisait beau les voir traverser la prairie avec leurs belles robes rouges, jaunes et vertes. Mais quand le temps était mauvais, toutes restaient à la maison. On faisait des dévotions à la paroisse, et ceux qui, pendant le grand carême, ne les avaient pas faites, le pope, passant pendant la semaine sainte avec la croix dans chaque isba, leur prenait 15 kopecks. Ossip ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'y songeait presque jamais. Il reconnaissait qu'il y a quelque chose de surnaturel, mais cela, pensait-il, ne pouvait concerner que les femmes. Et quand on parlait devant lui de la religion ou des miracles, et qu'on lui faisait quelques questions là-dessus, il disait de mauvais vouloir en se grattant la tête. « Eh, qui en sait quelque chose ?» La grand-mère croyait, mais confusément. Tout était brouillé dans sa mémoire. À peine commençait-elle à penser au péché, à la mort, au salut de l'âme, l'âpre nécessité et les soucis envahissaient sa pensée, et elle oubliait tout de suite ce à quoi elle songeait. Elle ne savait plus de prière, et habituellement le soir en se couchant, arrêtée devant les images, elle marmottait seulement « Notre-Dame de Kazan, Notre-Dame de Smolensk, Notre-Dame aux 3 mains ». Maria et Fiokla faisaient des signes de croix et faisaient leur dévotion chaque année, mais sans rien y comprendre. On n'apprenait pas aux enfants à prier. Personne ne leur parlait de Dieu, ne leur enseignait aucun principe, on les empêchait seulement de faire gras, pendant les jeûnes. Il en était à peu près de même dans les familles voisines. Peu croyaient, peu comprenaient. Cependant, tous aimaient les saintes écritures, les aimaient avec tendresse et respect. Mais ils n'avaient pas de livre, personne qui pût lire et leur donner des explications. Ils considéraient Olga parce qu'elle leur lisait quelquefois l'Évangile, et tous lui disaient « vous » ainsi qu'à Sacha. Olga allait souvent aux fêtes patronales des églises, aux prières des villages voisins et du chef-lieu de district, où il y avait 2 monastères et 27 églises. Elle était évaguée, et quand elle allait en pèlerinage, elle oubliait tout à fait sa famille. Ce n'était qu'en rentrant chez elle qu'elle faisait tout à coup la joyeuse découverte qu'elle avait un mari et une fille. Elle leur disait alors, illuminée et souriante, « Dieu vous envoie sa bénédiction ». Ce qui se passait au village lui paraissait répugnant et l'affligeait. À la Saint-Élie, les moudjiks buvaient. Ils buvaient à l'Assomption, ils buvaient à l'exaltation de la croix. À la fête de l'intercession de la Vierge, il y eut à Žukovo la fête paroissiale, à l'occasion de laquelle les moudjiks burent 3 jours de suite. Ils burent 50 roubles des deniers communs, et ils quêtèrent ensuite à toutes les portes pour continuer à boire. Le premier jour de la fête, les Tchikildiev avaient tué un mouton. Ils en mangèrent le matin, au dîner et le soir. Ils en mangèrent tant qu'ils purent, et les enfants se levèrent encore la nuit pour se remettre à manger. Syriac, les 3 jours, fut effroyablement ivre. Il but tout ce qu'il avait, même sa casquette et ses bottes. Et il battit sa femme si fort qu'on dut lui jeter de l'eau sur le visage pour la faire revenir à elle. Ensuite, tous avaient honte et étaient malades. Il y eut pourtant à Žukovo, dans cette petite Koloujeva, une vraie solennité religieuse. Ce fut au mois d'août quand on porta dans tout le district, de village en village, l'image de la Vierge vivifiante. Le jour où on l'attendait à Žukovo était sombre et doux. Les jeunes filles, parties dès le matin à la rencontre de l'image, dans leurs robes claires et voyantes, la rapportèrent vers le soir en procession, avec des chants, tandis que de l'autre côté de la rive, on sonnait à toute volée. Une foule d'habitants de Žukovo et d'étrangers obstruait la rue. Cris, poussière, bousculades. Le vieux, sa femme, Syriac, tous tendaient les mains vers l'image, la regardaient avidement et disaient avec des larmes aux yeux « Protège-nous, notre mère, intercède pour nous ». Tous semblaient avoir compris tout d'un coup qu'entre le ciel et la terre, il n'y a pas le vide, que les riches et les forts n'ont pas encore tout accaparé, qu'il y a encore une garde contre les offenses, l'esclavage, la lourde et insupportable nécessité, et l'affreuse eau de vie. « Protège-nous, notre mère » sanglotait Maria. « Petite mère !»
mais les prières finirent. On emporta l'image, et tout reprit comme à l'accoutumée. On entendit de nouveau dans le tractir des voix enivrées et grossières. Seuls les moudjiks riches craignaient la mort. Plus ils s'enrichissaient, moins ils croyaient en Dieu et au salut de l'âme. Mais, par crainte de leur faim terrestre, à toute occasion ils brûlaient des cierges et commandaient des prières. Les moudjiks pauvres ne craignaient pas la mort. On disait en face aux vieux et à la vieille qu'ils vivaient depuis longtemps et qu'il leur était temps de mourir, et ils ne soufflaient mot. On ne se gênait pas pour dire à Fiocla, en présence de Nicolas, que quand Nicolas serait mort, son mari, Denis, serait libéré du service militaire et rentrerait auprès d'elle. Maria, loin de redouter la mort, regrettait qu'elle tardât tant à venir. Elle était heureuse quand il lui mourait des enfants. Si les moudjiks ne craignaient pas la mort, ils avaient des maladies, une peur exagérée. Il suffisait d'un rien, un dérangement d'entrailles, un léger frisson, pour que la grand-mère se couchât sur le four, s'enveloppa et se mit à gémir continuellement, et d'une voix forte. « Je meurs, je meurs !» Aussi courait chercher le prêtre, on faisait communier la babka, et on la mettait à l'extrême onction. Très souvent les moudjiks parlaient de refroidissement, de vers solitaires, de grosseurs qui se promènent dans l'estomac et vous remontent vers le cœur. Ils craignaient les refroidissements plus que tout au monde, et même en été, ils se couvraient chaudement et se chauffaient sur le four. La babka aimait à se soigner et souvent elle allait à l'hôpital, où elle disait n'avoir que 58 ans, tandis qu'elle en avait 70. Elle s'imaginait que si le docteur avait vu son âge véritable, il n'aurait pas voulu la soigner et lui aurait dit qu'elle devait songer à mourir. Elle partait pour l'hôpital habituellement de bon matin, prenant avec elle 2 ou 3 de ses petites filles, et elle revenait le soir affamée et de mauvaise humeur, avec des gouttes pour elle et des onguents pour les petites. Une fois, elle emmena avec elle Nicolas, qui, ensuite, pendant 2 semaines, prit des gouttes, et dit qu'il se trouvait mieux. La babka connaissait tous les docteurs, tous les officiers de santé et tous les sorciers, à 30 verstes à la ronde, et aucun ne lui plaisait. À la fête de l'intercession, quand le prêtre avec la croix fit sa tournée dans les isbas, le sacristain dit à la vieille qu'à la ville près de la prison habitait un petit vieux qui avait été aide-chirurgien militaire et qui guérissait très bien. Il lui conseilla d'aller le voir. La babka l'écouta. Quand tomba la première neige, elle partit et ramena avec elle un petit vieux barbu, converti à longue basque, qui avait le visage couvert de veines bleues. À ce moment-là, il y avait des ouvriers à l'isba. Un vieux tailleur, à bésicle énorme, taillait dans les guenilles un gilet, et 2 jeunes gens faisaient les bottes de feutre. Syriac, que l'on avait congédié pour son ivrognerie, était aussi à la maison. Il réparait un collier assis à côté du tailleur. Il y avait trop de monde dans l'isba, et l'air y était empesté et étouffant. Le converti examina Nicolas et dit qu'il fallait lui mettre des ventouses. Il les lui posa, et le vieux et Syriac et le tailleur et les petites filles le regardaient faire, et il leur semblait voir la maladie sortir de Nicolas. Nicolas aussi regardait les ventouses appliquées sur sa poitrine, s'emplir peu à peu de sang noir, et ayant l'impression qu'il sortait en effet quelque chose de lui, il souriait de plaisir. « Voilà qui est bien, dit le tailleur, Dieu veuille qu'il en soit soulagé. » Le converti posa 12 ventouses, puis 12 autres, but du thé et s'en alla. Nicolas se mit à trembler. Son visage se tira et, comme dirent les femmes, devint gros comme le poing. Ses doigts bleuirent. Il s'enveloppa dans une couverture et dans un manteau de peau de mouton, mais il devint toujours plus froid. Le soir, il entra en agonie. Il demanda qu'on le plaçât sur le plancher. Il demanda au tailleur de ne plus fumer. Puis il se blottit, calme, sous le manteau, et mourut vers le matin. 9. Quel long, quel rigoureux hiver! Dès Noël, les moudjiks n'eurent plus de blé et achetèrent leur farine. Syriac, inoccupé à la maison, faisait du vacarme les soirs, répandant la terreur sur tout le monde. Et les matins, le mal de tête et la honte le torturaient. Il faisait peine à voir. Dans l'étable, nuit et jour, retentissaient les meuglements de la vache crevant de faim. La babka et Maria en avaient l'âme déchirée. Comme un fait exprès, il gelait à pierre fendre, et des tas de neige énormes s'amoncelaient. L'hiver durait. À l'Annonciation, il souffla encore une véritable tourmente, et la semaine de Pâques, il tomba de la neige. Malgré tout, l'hiver finit. Il y eut au commencement d'avril des journées tièdes, avec des gelées la nuit. Mais un petit jour chaud l'emporta enfin. Les ruisseaux commencèrent à couler, les oiseaux à chanter, et la prairie et tous les arbustes au bord de la rivière disparurent dans les eaux printanières. L'espace entre Joukovo et le village fut comme un large lac sur lequel çà et là se levaient des bandes de canards sauvages. Le couchant, embrasé, avec des nuages somptueux, donnait chaque soir des effets de lumière inattendus, incroyables, nouveaux.
ces couleurs précisément et ces nuages qu'on croit faux quand on les voit reproduits sur une toile. Les grues volaient vite, vite, et criaient tristement comme si elles vous eussent appelé. Assise au haut de l'escarpement de Joukovo, Olga regarda longtemps l'inondation, le soleil, l'église lumineuse et comme rajeunie. Et ses larmes coulèrent et sa respiration s'arrêta du désir violent qu'elle ressentait de partir pour quelque part ailleurs, où les yeux vous mènent, fût-ce au bout du monde. Il était déjà décidé qu'elle retournerait à Moscou pour être femme de chambre, et que Syriac partirait aussi avec elle, pour se louer comme dvornik, ou n'importe quoi. Ah, qu'il lui tardait de partir! Quand la terre fut raffermie et qu'il commença à faire chaud, ils se disposèrent au voyage. Olga et Sacha, leur bissac au dos, chaussés de laptis, partirent dès l'aube. Maria les accompagna. Syriac, malade, attendait encore une semaine. Olga pria une dernière fois, tournée vers l'église. Elle songea à son mari et ne pleura pas. Son visage seulement se rida et fut laid comme celui d'une vieille. L'hiver, elle avait maigri, enlaidi et grisonné. Une expression de souffrance passée et de résignation remplaçait l'air avenant et le sourire agréable qu'elle avait naguère. Et il y avait quelque chose de stupide et d'immobile dans son regard, comme si elle n'entendait plus. Elle regrettait de quitter Joukovo et les moudjiks. Elle se rappelait l'enterrement de son mari. Les gens de chaque isba, devant laquelle il passait, avaient commandé une prière et tous pleuraient sympathisant à son malheur. Il y avait eu, au cours de l'hiver et de l'été, passé à Joukovo, des heures et des jours où la vie des habitants lui avait paru pire que celle des bêtes, et où il avait été effroyable de vivre avec eux. Ils étaient grossiers, malhonnêtes, sales, ivrognes, désunis, se querellant sans cesse, parce qu'ils ne s'estimaient pas, se craignaient et se méprisaient les uns les autres. Qui tient le cabaret et pousse à l'ivrognerie? Le moudjik. Qui dilapide et boit les deniers de la commune paysanne, des écoles, de l'église? Le moudjik. Qui vole son voisin, incendie, rend un faux témoignage pour une bouteille de vodka? Le moudjik. Dans les assemblées du Zemstvo ou autres, qui combat le premier les moudjiks? Le moudjik. Oui, vivre avec eux était effroyable, mais enfin, c'étaient des hommes. Ils souffrent, ils pleurent comme les autres. Et, dans leur vie, il n'est rien qui ne puisse se justifier. Dur labeur, dont les nuits tout le corps reste endolori, rudes hivers, maigres récoltes, manque de terre contre lequel il n'y a pas de secours et où l'on ne sait où en trouver. Les plus riches et les plus forts ne peuvent aider les autres, puisqu'ils sont eux-mêmes grossiers, malheureux, ivrognes et se querellent d'aussi dégoûtantes façons. Le moindre fonctionnaire ou le moindre employé tutoie le syndic et les marguilliers. Il croit qu'il en a le droit. Peut-il venir la moindre aide ou le moindre bon exemple de gens intéressés, cupides, débauchés, paresseux, qui n'apparaissent dans les villages que pour molester, spolier, terroriser? Olga se rappelait la figure pitoyable et humiliée des vieux lorsque, pendant l'hiver, on était venu prendre Syriac pour le passer aux verges. Et, maintenant, elle avait pitié de tous ces gens jusqu'à en souffrir, et chemin faisant, elle ne quittait pas des yeux leurs isbas. Maria, au bout de 3 verstes, fit ses adieux à Olga et à Sacha. Puis elle s'agenouilla, et le visage contre terre se mit à se lamenter. « Me voici de nouveau seule, pauvre malheureuse, pauvre infortunée !» Longtemps elle se lamenta ainsi, et longtemps Olga et Sacha purent voir quel long salut elle faisait, à on ne sait qui, toujours à genoux, et comme elle se saisissait la tête entre les mains, tandis que les grues volaient au-dessus d'elle. Le soleil monta, et il fit chaud. Joukovo était déjà loin. Olga et Sacha oublièrent vite, dans le plaisir de la marche, et le village et Maria. Elles étaient gaies et tout les distrayait. C'était un tumulus, une suite de poteaux télégraphiques qui, l'un derrière l'autre, vont on ne sait où, disparaissant sur l'horizon, et dont les fils chantent mystérieusement. C'était au loin, perdu dans la verdure, une petite ferme d'où s'élève une fraîche odeur de chanvre, et où il semble, on ne sait pourquoi, que vivent des gens heureux. Puis une carcasse de cheval, blanchissant seule dans un champ. Les alouettes chantent continuellement, les cailles s'appellent, et le râle fait son cri aigre comme le bruit d'un vieux verrou que l'on tire. Olga et Sacha arrivèrent à midi dans un grand village où elles rencontrèrent dans une large rue le cuisinier du général Joukov. Il avait chaud, sa calvitie rouge et suante brillait au soleil. Olga et lui ne se reconnurent pas tout d'abord, mais, soudain, ils se retournèrent tous deux ensemble et se reconnurent. Cependant, sans dire un mot, ils continuèrent chacun leur route, s'arrêtant devant l'isba qui paraissait la plus riche et la plus neuve. Olga s'inclina devant les fenêtres ouvertes et dit haut, d'une voix grêle et chantante: « Chrétiens orthodoxes, donnez-moi une petite aumône pour l'amour du Christ, selon votre bonté.
le règne des cieux à vos parents et le repos éternel. Chrétiens orthodoxes, reprit Sacha du même ton, donnez pour l'amour du Christ, selon votre bonté, à vos parents le règne des cieux,